Eh bien le bonjour à vous. J'ai une fois de plus le bonheur d'accueillir à mes côtés quelqu'un d'hors norme. Et aujourd'hui, c'est le portrait d'Edith Lassia que j'ai le plaisir de pouvoir faire. Alors, Edith Lassia est coach, conférencière internationale reconnue, mentor de femmes d'influence. Elle est littéralement l'experte de l'énergie du leadership au féminin. Elle est souvent d'ailleurs présentée comme Lady Shaman. Edith a eu un grand nombre de vies, notamment la vie d'une experte en stratégie de marketing international au sein de groupes de luxe. Elle a été plasticienne, notamment exposée aux États-Unis et en Europe, formée en communication profonde accompagnée aux constellations familiales. Elle est aussi l'auteur de ceci, on aura l'occasion d'en reparler, inclassable itinéraire d'une chamane contemporaine, 21 histoires pour se relier à soi-même et sa mission de vie. Sa trajectoire professionnelle variée, elle est guidée par la recherche de l'excellence et par une vision du monde comme un terrain de jeu. Elle accompagne aujourd'hui les dirigeants vers leur meilleure posture de leader et un de ses talents est littéralement de rendre visible l'invisible. C'est une grande dame hédoniste, singulière, artiste et amoureuse comme elle se définit. J'ai eu un immense plaisir à l'accompagner il y a quelques années de cela et je suis véritablement honoré aujourd'hui de pouvoir l'accueillir et vous la présenter cette belle amie qu'est Edith. Hello Edith, bienvenue. Jean-Luc, merci. Merci pour cette présentation très, très touchante, très forte. Est-ce que je me suis trompé sur quelque chose? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, nuancer quelque chose? Est-ce que ça te semble suffisamment exact pour aujourd'hui? C'est vraiment exact. Je pense qu'au fil des questions, on pourra creuser certains points, mais ça reflète bien ma grande curiosité de la vie et mon désir de vivre en grand et en couleur, oui. Ouais, pour te connaître depuis pas mal d'années maintenant, c'est pas juste une bio, c'est vraiment le réel. Je voudrais te proposer, comme je le fais habituellement, une citation sur laquelle je t'inviterai à réagir. Et en plus de ça, c'est une citation d'un auteur que j'apprécie énormément et qui est notamment dans ton livre. C'est une citation de Saint-Exupéry qui dit ceci: c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Qu'est-ce que tu auras envie de tisser avec Syntex? Mais quand j'entends ça, la rose, c'est mon âme. C'est-à-dire cette partie de moi secrète, cachée, magnifique, qui demande du temps, du silence et de l'arrêt dans notre vie réelle, Hmm. matérielle, même émotionnelle, pour pouvoir accueillir à la fois sa fragilité et sa puissance. Sa fragilité parce qu'on peut la blesser. À force de ne pas en tenir compte, on peut blesser son âme, de ne pas la reconnaître, de ne pas l'entendre, de ne pas lui laisser toute la place qu'elle mérite, et en même temps elle est d'une puissance inouïe, parce que même blessée, elle est toujours là. Hmm. Donc pour moi, cette phrase, et c'est la première fois que je la vois sous cet angle, mais moi qui, depuis 6 mois, pour des considérations que tu connais, ai été amenée à ralentir beaucoup, je me suis rendu compte que justement cette rose-là, qui était mon âme, j'ai vraiment dû prendre le temps de m'en occuper, de l'écouter, et puis de la laisser œuvrer. Et c'est ça qui donne toute la valeur de la vie. C'est d'accepter, d'écouter, d'entendre tous ces messages de cette rose au cœur de nous. Mmh. Tellement, tellement. Euh, Tu as un parcours extrêmement riche et j'ai envie on pourra évidemment pas de manière exhaustive le suivre à la lettre, mais j'ai envie de peut-être aller regarder, aller te demander le jour où tu es devenu. Alors, tu passais de salarié, si je comprends bien, à artiste, et puis entrepreneur un peu plus tard. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as quitté le monde du salariat pour entrer dans une aventure euh, finalement assez étonnante parce que tu avais un beau poste, tu as fait des hautes études. Qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a fait quitter ça pour quelque chose de plus aventureux? Mais il y a eu plusieurs éléments, mais j'ai la sensation que j'étais une grande myope, et chez Cartier, on m'appelait la taupe modèle. J'avais des lunettes de myope, ouais.
Et je me suis opérée des yeux pour la myopie et l'opération a loupé et j'ai failli perdre mon œil gauche. Et à l'époque, j'avais rencontré cette femme dont je parle dans mon livre Inclassable, la femme qui fabriquait ses chaussures, qui était une sorcière, une chamane, une femme hors norme par rapport à moi qui était à l'époque directrice marketing de Descamps. Je courais le monde, j'avais les licences au Japon, partout. Enfin, bon, bref. Et donc moi je courais avec ma décapotable, mes chapeaux, j'étais très... Allez, je fonçais et elle était tout l'inverse. Et quand j'ai failli perdre mon œil suite à l'opération, greffe de cornée, enfin c'était vraiment chaud. Elle me dit, mais qu'est-ce que ton œil veut te dire? N'étant pas totalement obtus et quand même passionné par l'ailleurs depuis longtemps, même si ça restait marginal et secret, je dis, l'œil, c'est ce que je ne veux pas voir, et la partie gauche, c'est ma partie créative, fine, subtile. Bon. Et à partir de là, je me suis rappelé tout simplement que j'avais une passion depuis toujours, qui était l'art. L'art, je sais, à 16 ans, j'avais dit à maman, on était partis en Écosse toutes les deux, tu sais, un jour, je ferai une œuvre gratuite dans une église. J'ai pas fait les beaux-arts du tout, mais j'avais l'art, j'ai peint sur soie. Après, quand j'étais chez Descamps, je peignais. Mon ex-beau-père m'avait offert des peintures à lui. Je faisais des grands tableaux, 1,20 m, 1,30 m, pas peur de la taille, 1,60 m. Et puis, un chasseur de tête passe à la maison, ça c'est le deuxième élément, et il voit une de mes grandes toiles. Il me dit, attends, t'es hyper doué. Alors j'ai un sourire jusque-là. Puis il dit, mais t'es à la rue, t'as aucune technique. Et donc ce choix émotionnel m'a fait prendre conscience que j'avais un talent latent, le temps s'arrêtait, j'adorais peindre, mais je savais pas. J'avais pas les fondamentaux techniques. Donc, ça m'a pris comme ça. Puis je me suis aussi dit professionnellement, à l'époque j'étais chez Descamps qui tirait la marque vers le bas parce qu'il fallait remplir les usines d'Erquinghem, les usines de draps de DMC auxquelles on appartenait, alors que la marque avait besoin de redevenir le joyau d'origine. Et en direction marketing, quand tu n'es pas en accord avec la stratégie, ou tu te soumets ou tu te démets. Et comme je ne voulais pas me soumettre à une stratégie que je considérais comme délétère, qui allait perdre la marque, j'en ai profité pour dire je me retire. Et voilà comment ça s'est fait. Donc ces trois éléments, puis je me projetais pas non plus dans une direction générale. Parce qu'après, on peut dire direction marketing à 39 ans, après prochaine. Je me projetais pas, je me disais non, c'est... Puis j'étais toujours une poète, j'ai quand même été une artiste, une poète très profondément. Et à ce moment-là, j'ai eu 2 hommes dans ma vie, mon père et mon mari. Donc je démissionne, comme ça. J'appelle mon patron, j'y c'est terminé. Je tombe enceinte le jour même. Mari s'annonce, un truc de fou. Puis j'ai 2 hommes en face de moi, mon père. Mais ma chérie, tu ne seras plus rien socialement, tu ne travailleras donc plus jamais. Bon. Puis de l'autre, Christophe, que tu connais bien aussi, mon mari. Il dit, mais attends, t'as plus rien à prouver, t'es une artiste, explore. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais j'ai fait une transition, et c'est souvent ce que j'explique dans mes mentorats, quand des femmes veulent changer de métier. Pendant 4 ans, j'étais à l'Institut français de la mode, qui est quand même l'institut éminent dans la mode, et j'animais des ateliers de marketing. J'ai eu des femmes comme la directrice des ventes de Chanel, des gens comme ça qui venaient dans mes ateliers. Donc j'avais créé des séminaires de 3 jours autour du marketing, ce qui fait que je gardais un pied dans mon ancienne vie, j'en vivais, mais en même temps, comme ça prenait peut-être 10% de mon temps, le reste, je suis rentrée dans un atelier de la Renaissance auprès de Pierre-Yves Giannini, et j'ai appris à travailler comme les maîtres. Technique du Quattrocento, alors le nombre d'or, les constructions orthogonales, comment on prépare des glacis, comment on peint un tempéra, Et ce qui est fou, c'est que le premier cours où je suis arrivée, tout ce que j'ai pris comme notes, je réactualisais un savoir caché à l'intérieur de moi. Tout ça, je le savais. Tu sentais que tu le savais et que c'était comme si on remettait des contours autour de quelque chose qui était profondément sûr. Oui, c'est impressionnant ça. Toi qui as vu mes sculptures, pareil en sculpture. La première sculpture, c'est un visage. Je crois qu'il est là-bas, je ne sais pas si on le voit vraiment. Mais bon, la première, c'est un visage. Et le prof me dit, mais attendez, j'ai jamais vu ça. Je vous prends en cours particulier. La seconde, c'est un petit moine que j'ai fait à partir d'un drapé, simplement. C'est devenu un petit moine. Je l'appelais le nom de la rose. Umberto Eco.
Et puis Hmm. le troisième, il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je vais faire Christophe. Et la troisième sculpture, j'ai sculpté mon mari. Et tu as vu les bronzes, c'est Christophe, son regard, cette espèce de distance, c'est complètement lui. Et donc, je, je ne savais pas que j'étais une artiste, mais je l'étais dans chaque mémoire de mes mains, de mes doigts, de mes cellules. Et ça, c'était plus mon ADN que le marketing, probablement. Voilà. Ce qui t'a pas empêché quand même, si je comprends bien, c'est à 39 ans que tu fais cette transition, c'est ça Ah que j'ai oui, bien compris. Ouais. Du coup, t'as quand même une carrière assez complète en fait, quoi, de presque presque. 20 ans. Oui, c'est ça, presque 20 ans quand même. Ouais. Il y a 21 ans de Subdeco. J'ai eu un premier job qui m'emmenait en Allemagne et en Autriche. À l'époque, c'est un groupe qui n'existe plus, GP, Galerie du Papier Peint, Mm. dans les années 80. Donc en Allemagne, en Autriche. Et je me souviens quand je faisais des comptes rendus marketing, le patron me disait Mademoiselle Herlemont, vous écrivez trop bien. Ça me faisait rire. Parce que, voilà, j'étais quand même littéraire. Et puis après, je suis partie 1 an en Amérique du Sud en sac à dos avec 4 dollars par jour. Et quand je suis revenue, ils m'ont contacté pour reprendre dans le même groupe et je m'ont envoyé aux États-Unis. J'ai dirigé une filiale à New York pendant 6 mois, puis je suis restée 6 mois à travailler avec le maire de New York. Mais et puis après, c'était l'expansion avec Jean-Louis Servan-Schreiber, où j'ai créé un concept de développement personnel, Personality Dynamic Inventory, qu'on est allé chercher à Princeton, l'université de Princeton, dans New Jersey. Puis après, après, ça a été Cartier, puis Saint-Laurent, puis Descamps. Donc oui, j'ai quand même grosse expérience, beaucoup d'international, mais Mm. toujours aux périphéries, soit de la recherche du développement personnel, soit de l'art. Parce que Cartier, Yves Saint-Laurent, c'était des artistes. Jean-Louis Servan-Schreiber, c'était une façon de penser. Tu vois, on parlait de René Girard. Il y avait Boissonnat et Pivot qui étaient dans le comité de direction auquel j'étais. J'avais 25 ans. J'étais au comité de direction. Inutile que petite bouche, grands yeux, grandes oreilles. Je ne mouftais pas, je disais rien, mais j'étais avec ces gens-là autour de moi. Donc, il y avait quand même déjà, dans toute cette trajectoire, la vie me permettait d'expérimenter l'excellence, parce que Mm. c'était des grands beaux hommes, l'intelligence, la curiosité, l'international, puis l'art après, et l'histoire de l'art. Cartier, je suis arrivée au moment de la fondation la création de la Fondation d'art contemporain. C'était vraiment les tout débuts, c'était à Jouy-en-Josas, avec Marie-Claude Beau, qui était de Toulouse, qui était une directrice du FRAC ou quelque chose comme ça. Et donc, j'ai tout de suite été quand même j'ai côtoyé l'art très vite. Que ce soit Cartier ou Saint-Laurent, je me sentais appelée par l'art, les couleurs, les matières, comment se faisaient les bijoux, l'histoire. Par exemple, Cartier, j'aimais bien aller voir avec Gilberte Gauthier comment s'était construite la marque autour des Maharajas, Santos Dumont. Donc, même si j'étais dans le marketing, je pense que pour moi, c'était un prétexte. Et en te le disant, je dirais presque que je l'élabore parce que je me rends compte que cette exposition au marketing que j'ai pas vraiment voulu, ce que j'explique dans le début de mon autobiographie inclassable, j'ai atterri là un peu par hasard, mais je pense que la vie est assez intelligente pour nous mettre au bon moment pour apprendre ce qu'on a à apprendre. Et qu'est-ce que m'a appris le marketing? C'est un désir d'excellence, pas de perfection, mais vraiment d'excellence. C'est-à-dire chercher ce petit plus qui fait que ton âme vibre, que tu sens qu'il y a quelque chose de beau qui se crée. L'art, c'est évident. Et puis, l'humain, développement personnel, Personality Dynamic Inventory, c'est un test de personnalité qui permettait de mettre en valeur l'empathie, l'ego drive, capacité à déléguer, etc. Puis après, on m'a toujours dit, des gens de marketing, par exemple chez Cartier, il y en a eu des très très bons, on n'attire que ça, mais des gens qui avaient ta patte humaine, on n'en a jamais retrouvé après. Donc je pense que j'ai été posée là pour affiner mon regard sur l'art et le beau, et puis sur la dimension humaine. Et finalement, c'est ce que je suis devenue, quelqu'un qui aime Ce qui est travailler. finalement un peu central dans ton parcours, on le retrouve vraiment dans toutes les aventures. Je fais juste un petit insert pour ceux qui l'auraient pas vu tout à l'heure. Donc c'est le livre autobiographique d'Edith dans lequel elle écrit encore mieux qu'elle ne raconte. Et Dieu sait comme elle raconte bien les histoires. Voilà, donc vraiment, je vous encourage. Moi, c'est toujours un délice
Il y a 21 histoires, donc je me fais de temps en temps une petite histoire. Il y a toujours un plaisir littéraire. Moi, j'aime beaucoup l'aspect littéraire du livre. Il y a un rythme, il y a une poésie, il y a des mots choisis. Donc ça, rien que pour ça, déjà, c'est déjà une saveur. Et puis les histoires sont folles. Et il y a toute une dimension également artistique, visuelle, qui est à découvrir, dont je ne parlerai pas. C'est une petite surprise. Mais voilà, j'en profite juste parce que on ne pourra pas, durant le temps que nous avons ensemble, donner tout ce qu'il y a dans ce livre. Donc pour ceux qui veulent plus des histoires incroyables que raconte Edith avec cette saveur-là, surtout offrez-vous ce livre, vous allez vous faire beaucoup de bien. On parle de transition, puisque toi finalement tu en as vécu plusieurs. Et je sais que tu accompagnes aussi des femmes, des dirigeantes, des femmes d'influence d'assez haut niveau, parfois dans des formes de transition de vie. J'aurais envie peut-être de te demander, tiens, si quelqu'un nous écoute et qu'il a lui aussi, il est dans une période de transition, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, est-ce que tu aurais quelques conseils à lui donner pour réussir sa transition à l'allure de ton expérience et puis des femmes que tu as eu l'occasion d'accompagner aussi dans ta carrière? Le premier, c'est d'accepter cette période que j'appelle grise, où on n'est plus totalement dans l'ancien paradigme, dans l'ancien monde, dans l'ancien contexte, et on n'est pas encore dans le nouveau. Donc c'est Hmm. une période un peu grise entre deux, que j'ai vécue plusieurs fois et que je vis même en ce moment. La première, c'est de l'accepter profondément et je dirais, mais ça c'est une question de foi, de spiritualité peut-être, de se dire que, vous avez sûrement entendu, je dis souvent, la vie a prévu un certain nombre de choses. Je pense, moi, beaucoup, qu'on a une maîtrise partielle de l'ensemble et qu'il existe un plan beaucoup plus vaste et plus intelligent, qui peut être une liaison de notre âme avec l'univers, qui fait que il y a des chemins beaucoup plus fluides, mais moins lisibles, qui nous attendent. Et donc, c'est faire le pari que tout ça est pour quelque chose de plus grand, de mieux et de plus ajusté à nous. Et que c'est un cadeau. Parfois, il n'est pas très bien emballé, mais c'est un cadeau caché. Donc, la première chose, c'est ça. La seconde, c'est de prendre le temps. Ça demande du temps. Le temps intérieur d'acceptation. Le temps de la paix où on se dit, allez, je vais peut-être faire un peu de table rase. Donc, on pose. La plus grande, je dirais la plus grande défense qui peut se lever, c'est l'impatience basée sur la peur. La peur peut donner des impatiences. Et ça, je dirais presque, j'allais dire, c'est un combat. Pour moi, ça l'a été. Mais en tout cas, c'est se dire que il y a un petit démon là à maîtriser, peut-être à déposer, à écouter, écrire. Quelles sont les plus grandes peurs? De quoi j'ai peur? De pourquoi je suis si pressée d'aller vers quoi? Et tout d'un coup, on se rend compte que, on ne sait pas. Donc après, c'est de se faire aider. Se faire aider parce qu'on a besoin de miroirs. Moi, je me fais beaucoup aider ces derniers temps, justement. Comme tu m'as aidé au moment où j'avais aussi un grand moment de changement de vie il y a 7 ans. C'est se faire aider par des gens qui d'abord ont cette capacité à être le miroir, qui peut-être sont passés par les mêmes expériences, ils sont capables d'être en empathie avec notre traversée, et puis qui ont des compétences qui peuvent nous aider à nous projeter vers demain. Tu vois, demain, j'ai une conférence au MEDEF où je vais leur parler de ça. Dans les secrets des grands leaders que je vais aborder, par une insider du luxe, parce que là, en l'occurrence, je me présente comme telle, je vais leur parler d'être des visionnaires et des early adopters. C'est-à-dire être capable de se projeter dans une vision, donc d'avoir une curiosité essentielle, d'aller commencer à capter tous les signaux, de s'entourer, de, de tester, d'être en vigilance parfaite de ce qui se passe. Donc, tu vois, moi, je suis abonnée à Harvard Business Review, à l'ADN, mais je travaille aussi avec Deepak Chopra. Enfin, je vais dans plusieurs espaces me projeter dans quelque chose de grand. Et donc, je crois qu'il faut prendre ce temps-là aussi, d'aller explorer le futur, mais presque comme une curiosité pure. Et Hmm. si, et si, et si on pouvait aller chercher un demain que je peux pas concevoir, mais il existe des signaux. Donc il y a l'acceptation du temps, cette patience, reconnaître ces démons et les apaiser, mais en les accueillant, parce qu'ils sont là pour nous parler de nos peurs, et puis commencer à s'offrir le luxe de se balader dans le futur possible, quoi, et tester.
Oui, je pense que c'est déjà pas mal. Puis faire confiance, il y a quelque chose de plus grand qui nous guide. Je me souviens de cette phrase, moi je suis chamane et lady chamane, mais j'ai des mentors célestes qui me guident. Et c'était cette phrase magnifique. Relie-toi à ta confiance profonde, celle qui sait que tu n'es pas seul, qui connaît les mystères de la ligne du temps. Connecte-toi à tes émotions fertiles, celles que l'empathie illumine, celles que ton cœur anoblit, et laisse-nous la joie de pouvoir œuvrer à ce vertigineux rapprochement vers ton âme, rendez-vous secret et sacré. Et que tu peux tout décomposer, c'est d'une puissance inouïe. Et je pense que les moments de transition sont ces moments de confiance profonde, de compréhension que le temps est quelque chose d'extrêmement miraculeux qui fait qu'il peut te sembler très long et tout d'un coup, schlac, un truc énorme arrive, que les émotions fertiles, c'est quand tu as déposé tes peurs et tes démons, tu les as pas rejetés, tu les as déposés, tu les as accueillis, tu leur as laissé un peu de place pour qu'ils s'expriment. Le cœur anobli, c'est que tu arrives de plus en plus près de ton âme et de ton essence, de ta propre bénédiction intérieure, pour reprendre Hmm. ton paradigme. Et puis laisse-nous la joie de pouvoir œuvrer. Il y a la joie, et quand tu te connectes, il y a quelque chose d'extraordinairement joyeux, de pouvoir. On laisse ou pas la place. Il n'y a pas d'obligation, mais si tu laisses pas la place, rien ne rentre. De pouvoir œuvrer, c'est de l'œuvre au blanc, à ce vertigineux, et où que c'est vertigineux, c'est vrai, rapprochement vers ton âme, rendez-vous secret et sacré. Donc moi, cette phrase-là que j'ai reçue il y a 2-3 ans, elle est gravée en moi à l'or, si tu veux, parce que elle dit tout. Donc, on passe dans un autre niveau de conscience, mais même dans une transition, il m'arrive de l'offrir selon le moment auquel j'ai les personnes et qu'elles sont non capables, mais la plupart du temps, les personnes qui viennent vers moi sont capables de l'entendre, puisque je suis assez transparente dans mon langage quand même. Donc, et on la travaille. Où est-ce que ça résiste? Donc c'est ça, je crois que c'est aussi laisser le temps, faire sa part et faisons la nôtre. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais, J'aime bien cette maxime. et oui. Ouais, ça m'évoque plein de choses quand tu parles de cette transition. En tout cas, ce que j'aime beaucoup dans ta manière de le présenter, c'est qu'on sent que c'est comme une danse, un mouvement. C'est quelque chose qui est. Tu vois, c'est drôle. Il y a un truc quand tu t'exprimes comme ça, où je me dis, mais est-ce que ça a toujours été présent pour toi le fait de t'écouter? Parce que je sais qu'il y a des personnes, si tu veux, qui n'ont pas forcément cette liberté, qui ont parfois des petites intuitions ou des choses, mais elles ont aussi des gros monstres qui viennent taper dessus en disant t'as pas le droit, tu mérites pas, t'es pas capable, tu vois. Est-ce que toi, t'as toujours eu cette liberté-là? Je dirais oui, malgré de grandes peurs. Hmm. Oui, je pense que c'est mon ADN et que toute petite, aussi loin que je me souvienne, j'étais portée par ça, avec plus ou moins de conscience de la chose. Il y a des moments où je l'ai un peu laissé filer, mais oui, puis j'ai eu la chance d'avoir un père. Tu sais, quand je suis partie en Amérique du Sud en sac à dos, imagine, j'ai 21 ans, j'ai un des meilleurs jobs de la promo. Je pars aux États-Unis, je pars un peu partout, j'ai un super job tout de suite. Et au bout de 2 ans et demi, je démissionne. Mon père devient fou, mais tu ne seras plus rien socialement, enfin bon, mais enfin, ma fille, tu es folle, j'ai déshérité. Bon, vas-y, papa, je t'en prie. Il t'a dit ça sérieusement? Il t'a Ah dit oui, je vais te déshériter? Ah oui. Et quand il te dit ça, quand... 3 ans, bah, moi j'ai éclaté de rire, j'ai fou. Ok. Je l'appelais Pichou. Au revoir, Pichou. Et donc, voilà. Puis je pars en Amérique du Sud avec 3 $ par jour. Je comprends, c'était dans les années 80, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Il m'écrivait en poste restante en fonction de l'itinéraire que j'allais pouvoir m'autoriser. En l'occurrence, au bout d'1 mois, il a une lettre disant, ben voilà, pendant 1 mois, je suis en poste restante à Lima. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, la première lettre qu'il m'écrit, c'est: ma fille, alors que la plupart de tes contemporaines vivent en monochromatique, tu as choisi de vivre une vie haute en couleurs. Je suis fière de toi, fonce. Donc je pense que j'ai eu la chance d'avoir un papa brillant, astrophysique, physique quantique, musicien. Il dessinait merveilleusement. Il faisait des meubles de ses mains.
que tu as vu quand tu es venu à Mmh. Chassin. Et toi, j'avais un père exceptionnel, donc qui m'a aussi permis, tu vois, on parlait d'infiniment grand, l'infiniment petit, des protons, des photons. C'était Carl Sagan au déjeuner, c'était Hubert Reeves, c'était Alexis Carrel sur la médecine et les prémices de la génétique. Donc j'ai été élevée dans un monde où les valeurs, c'était la recherche de l'ailleurs, de l'étrange. Donc de ce fait, je pense que je n'avais aucun barrage. Puisque ma question à papa, c'était: «Mais papa, c'est quoi au-delà de l'infini? Ça s'arrête où l'infini?» «Ben, ma chérie, ça s'arrête pas, c'est l'infini et en plus l'infini grandit». Donc comment il me disait, je me souviens: «Mais comment l'être humain peut-il être assez, heu, imbu de lui-même, orgueilleux ou con pour croire que nous sommes les seuls dans l'univers? Il y a évidemment d'autres». Donc j'avais toutes les graines de l'invisible, de l'impossible à exprimer qui était à table. Donc je pense que c'est ça qui, et je bénis papa parce que il avait des bugs, ça a pas été compliqué, ça a été compliqué, j'ai eu quelques années de psy grâce à lui, merci. Mais, ouais, il avait une telle fierté aussi de ce que j'étais. Quelque part, dès que l'émotionnel était passé, je déshéritais. Ouais, mais c'est Mais beau, après, c'est beau de voir qu'il a été capable, malgré l'émotion probablement très intense qu'il vivait, de la laisser se poser et de te revenir avec le fruit de sa réflexion et finalement il a laissé cette colère s'éteindre dans son amour et il est revenu vers toi avec l'expression de son amour. Je trouve ça, enfin moi dans ma qualité de papa, tu vois, ça me touche beaucoup parce que je me dis comment j'aurais fait moi si ça avait été ma fille qui faisait ça, tu vois, et je trouve, voilà, je me le garde pour plus tard, je me dis, j'essaierai de me souvenir de ce que cet homme a été capable de faire, et ouais, c'est une belle dimension, quoi. Vraiment. donc je pense que ça m'a définie, si tu veux. Mm. Puis j'ai fait du rebirth, j'ai vu aussi comment il était à ma naissance, l'émotion qu'il avait, ces 2 âmes qui se retrouvaient. Tu sais que j'ai fait beaucoup de choses, de travaux, de l'utopie, et cetera. Enfin, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer tous ces espaces après, bien après, mais cette autorisation intellectuelle déjà, parce que l'astrophysique, la physique quantique, c'était de la science. Et ensuite, plus sensible dans l'invisible, je l'ai eu, hein, oui. Donc, en gros, je savais que quand je fonçais, j'avais ses peurs et les miennes, mais au-delà, il y avait autre chose. Quand j'étais en Amérique du Sud, je disais toujours: «Je sens que j'ai un petit ange posé sur mon épaule gauche qui me protège». Et puis quand j'étais petite, je sortais de mon corps, je volais, enfin, j'avais quand même des expériences que j'étais incapable de décrire, mais avec le recul, je me souviens que voilà, donc, je pense que ça a dépassé ma partie humaine. Mm. Et Et puis, je suis grande curieuse, j'aime goûter, j'aime savourer, j'aime découvrir, puis j'ai rencontré des gens exceptionnels, tu vois? Même Jean-Louis Servan-Schreiber, quand j'étais son bras droit, je le voyais tous les jours puisqu'il m'avait créé un département juste rattaché à la présidence. J'arrivais dans son bureau, il était en position de yogi, puis il me disait: «Venez Edith, on va méditer ensemble». Ah Donc j'ai ouais, ah oui, eh oui. incroyable. Donc j'ai On vécu. s'imagine comme ça toujours que les patrons d'entreprise, tu vois, sont des gens très sérieux, très dans la performance, très. Je sais pas si c'est l'image américaine qui nous donne cette idée-là, mais j'ai l'impression dans les personnages que tu relates que il y a des personnages extraordinaires à tous les étages et assez haut en couleur. Et c'est rigolo, c'est rigolo. Jean-Louis a été une découverte, forte, hein. Il m'a fait, basculer dans un autre monde. Il m'avait demandé de prendre une collaboratrice, et tu sais qui était ma collaboratrice? La maman de Pascal, d'Alexandre Jardin. Stéphane Jardin, la femme de Pascal, le nain jaune, a été ma collaboratrice pendant 2 ans et demi dans mon programme de Personality Dynamic Inventory de l'expansion. Inutile de dire, j'avais 25 ans, elle en avait 40. C'était elle la puissance, la solarité, l'intelligence, mais théoriquement, elle dépendait. Donc il m'a mise dans une situation où j'allais apprendre Hmm. l'élégance de Stéphane, de cette classe qu'elle avait. Donc la vie m'a programmé, je pense, des rencontres insolites, et j'avais l'orgueil de l'humilité. C'est-à-dire que j'étais à la fois très fière de ce qui m'arrivait, mais je me disais: «Tu es là pour apprendre».
tu es là pour apprendre. Et je buvais le savoir de ces gens-là. Ouais. Et tu vois, je faisais ce matin une des méditations de Deepak qui dit lister une vingtaine de personnes qui ont constitué à votre abondance. Tu sais que tu en faisais partie. Waouh, Et merci. donc, mais oui, j'ai Hmm, vraiment, ça me touche. mais Stéphane, Jean-Louis, Hmm, Alain-Dominique Perrin, il y a plein de gens comme ça qui m'ont, papa évidemment, maman, mon frère, mon mari, mes enfants, qui m'ont, ah oui, ils m'ont vraiment permis d'aller toucher ça. hmm, Maxime, mon filleul autiste. C'est pour ça ça parlait de l'abondance ce matin, justement, c'est les 21 jours de l'abondance avec Deepak, mais comment pas être conscient de l'abondance? En tout cas, moi, si je ne le suis pas, c'est que vraiment, il vaut mieux partir, quoi, c'est que j'ai pas compris. Et hmm, ça me touche profondément parce que, hmm. Euh, donc pour les gens qui nous écoutent et qui jusque-là ont comme moi été touchés par ce qui se dégage de toi, par la façon dont tu ouvres des portes juste par ta présence et ta parole, euh, est-ce qu'on peut travailler avec toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui t'aide qui? Est-ce qu'on peut te contacter pour, je sais pas, pour faire un travail spécifique? Et si oui, enfin, tu vois, j'ai envie, tu vois, d'ouvrir une porte pour que les gens qui sont touchés par ton énergie, qui ont résonné avec toi, puissent éventuellement en avoir un peu plus. Et est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore le moment? Tu sais? alors oui, bien sûr, compte tenu de mon âge, mon énergie et de mes projets, je prends très peu de gens. Hmm. Je prends 2 par mois grand maximum, tu vois? Ouais. Et je fais que du direct, du one to one. Donc et j'aime dire d'abord tu sais quand quelqu'un vient vers moi, me dit: «J'aimerais travailler avec vous», d'abord j'envoie un long questionnaire pour bien comprendre leur pourquoi, ce qu'ils cherchent, pour être sûre d'être la bonne personne. Mais après, je dirais que moi, là où je suis la meilleure, c'est chez des personnes qui sont à ce moment de bascule vers leur grande puissance et qui n'ont pas fini le nettoyage, ni la clarification de l'après et pourquoi. Hmm. Donc je travaille à la fois sur, on va aller vraiment remettre ta pleine puissance au milieu de ta vie. Donc, qui tu es vraiment, là où tu es la meilleure, ta zone de génie. Et puis évidemment, on nettoie un petit peu ce qui est autour, parce qu'il y a toujours, et Dieu sait si j'en connais pour moi-même, il y a toujours des petits trucs qui remontent, des diablotins. Puis c'est clarifier le projet. Où est-ce qu'on a envie d'aller? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Donc tu vois, par exemple, dans les personnes que je m'endors, il y a aussi bien des créatrices j'ai des coachs, j'ai des thérapeutes, mais j'ai aussi des présidentes de groupes. J'ai une présidente d'un groupe pharmaceutique, j'ai des directrices enfin des membres de COMEX, de CODIR, d'entreprises, mais toutes leurs points communs, c'est qu'elles sont conscientes qu'elles n'ont plus de temps à perdre, qu'elles ont une vraie puissance à réintégrer et à maîtriser pour aller accomplir quelque chose de grand, d'abord au service d'elles-mêmes, de leur propre vie, de leur âme, de leur mission, de ce pourquoi elles sont là, et ensuite au service du monde. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir envie d'entraîner les autres. C'est pour ça que je dis mentor des femmes influentes. Si c'est juste pour toi, pour ton petit carré, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si c'est pouvoir le divulguer et d'être une courroie de transmission. Donc oui, je fais du mentorat one-to-one. Hmm. J'ai fait des cercles, j'ai fait des masterminds. Pour l'instant, j'en fais plus. Mais c'est ça, c'est vraiment du mentorat de femmes ou d'hommes, hein. J'ai aussi 15% d'hommes. Ah, c'était ma question justement. Je me demandais est-ce que c'est exclusivement réservé aux femmes ou bien est-ce que non, ok. Non, non, j'ai des DG ou des présidents de PME, TPE ou groupes un peu plus importants qui viennent chercher, là, ils viennent chercher leur féminin, c'est-à-dire accueillir beaucoup mieux leur vulnérabilité, leur subtil, mieux poser leur puissance Hmm. au bon endroit en intégrant leur sensibilité. Ok. Euh, Ils viennent chercher aussi la guérison de leurs blessures, parce que souvent les hommes sont passés un peu à côté. Ils n'ont pas trop été cherchés. Donc les blessures qui les empêchent de vraiment avoir, je dirais presque une vie pleine, parce que
Je pense à Boris, il a fait un très beau témoignage que j'ai mis sur mon LinkedIn. En ce moment, je pose quelques témoignages parce que ça montre bien toutes les facettes de ce que je fais. C'était aller trouver sa singularité en tant qu'homme, en tant que DG, mais en tant que père, en tant qu'amant. Qu'est-ce qu'il est? Donc, j'aime aussi reposer l'homme avec son âme au cœur de son village. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour quoi? Ça donne une assise, une paix intérieure, donc un charisme renouvelé. Oui, puis les femmes, c'est allez, on y va, on a besoin de femmes puissantes, il en manque. Comment on va la poser, elle et comment la tienne de puissance? Hmm. Par exemple, j'ai créé le programme Find a Leadership DNA pour les présidentes et rectrices d'universités catholiques dans le monde. Donc, c'est la Fédération internationale des universités catholiques qui est dont le secrétaire général est François Mabille, qui m'a demandé de créer ce programme en ligne. Donc c'était pendant la Covid, à chaque fois un groupe de 10 présidents d'universités, Inde, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie, Taïwan, Europe. En gros, tout le monde sauf l'Afrique et le Moyen-Orient. Et c'était les aider aussi à trouver leur ADN singulier, parce que chaque être, en fonction de son histoire, de sa sensibilité, de sa zone de génie, de sa vision du monde, va exprimer un leadership singulier, un charisme singulier. Quand je vois les clés pour être des leaders, il n'y a pas un leadership universel. Il y a des qualités de fond universelles. Mais quand tu vois Elon Musk, quand tu vois Deepak Chopra ou quand tu vois Mandela, ce sont 3 leaders, mais c'est pas les mêmes qualités, les mêmes why, les mêmes purpose. Donc, ce qui m'intéresse, parce que j'ai quand même vu beaucoup de choses dans ma vie, c'est d'aller en allant chercher tout ce qui peut exister, voir où on se reconnaît le mieux. À quel monde appartiens-tu, spirituellement, émotionnellement, et dans ton intelligence de ce que tu vois des choses, de ce que tu veux devenir. Pour dire, voilà, toi, peut-être que c'est là que tu vas te sentir le mieux. Et donc, j'accompagne vers trouver sa juste posture, sa juste place, pour vibrer toute sa puissance, mais avec de la paix, de la joie, la joie, la joie, la joie. Et je pense à ma présidente d'un groupe pharmaceutique. C'est un contexte très compliqué depuis 6 mois. Et, et c'est vraiment, tu vois, c'est l'aider à trouver en permanence, de bien comprendre vers quoi elle va, quelle est sa vraie nature, quelle est la vision qu'elle a de son métier, de sa fonction, et de se poser là-dedans pour à chaque instant être juste. C'est-à-dire qu'elle est calée entre son intégrité personnelle, qui elle se connaît vraiment, on l'a bien travaillé, et ensuite, elle est là pour quoi? À quelle valeur adhère-t-elle? Quelle est son éthique et quelle est la mission, la vision qu'elle a de son poste? Et à partir de là, elle va entraîner tout le monde avec ça. Donc c'est en permanence. Moi, j'ai une hotline. C'est pour ça que je fais du mentorat rapproché. Elle peut m'appeler à n'importe quel moment, me mettre un petit mot sur WhatsApp et la problématique est là et je vais trouver les 2, 3 petits mots qui vont, ouf, la réaligner. Et elle a traversé des choses inouïes avec quand même beaucoup de paix. Hmm. Donc, ce que je fais, c'est vraiment au plus proche de l'être. Mais parce que finalement, l'exercice du leadership, ça se rapproche assez fort d'un sport de haut niveau dans certains cas. Et quand je t'écoute comme ça, je me dis, bah oui, c'est dans ces endroits-là qu'on a le plus besoin de bons conseillers, de personnes qui nous entourent et qui sont, comme tu le dis, capables de nous ramener quand on s'écarte un peu, parce qu'on reste humain, quoi. Même si on a l'habitude de faire performer à un haut niveau, on le voit ça chez les sportifs. C'est pas pour autant qu'on est parfait ou qu'on maîtrise tout le temps. Donc, l'entourage est important. Donc, ouais, j'entends, c'est cool, hein. Hmm. Parce que, non, mais en même temps, on ne maîtrise pas tout le temps, mais je pense qu'il y a un espace au cœur de soi duquel, je dirais pas on maîtrise, mais on arrive à bien mesurer tout ce qui se joue et à trouver la meilleure réaction à ce qui est. Hmm. Donc, c'est vraiment affiner en permanence. Est-ce qu'on a bien... Mais pour moi, ça peut aller même dans le concret. Parce que comme j'ai été beaucoup en entreprise, je suis pas vraiment une coach, hein, je suis une mentor. Hmm. Quand il y a une problématique, je vois avec cette présidente, c'est vraiment... Bon, je connais les COMEX, les CODIR, j'en ai fait partie, même en observant quand j'étais j'allais dire toute petite avec Jean-Louis. Mais c'est vraiment tout de suite recalé sur lire l'environnement. C'est réapprendre à observer ce qui se joue
de façon extrêmement claire. Donc, je peux travailler sur des éléments de langage avec elle, sur l'art du silence, reclarifier les objectifs très précis, comment on les rappelle à la structure, quels sont les mots clés pour que justement tout le monde soit bien d'accord sur des choses simples, fortes, puissantes. Donc, je ramène toujours à l'essence de l'essence de l'essence. J'essaie de simplifier. Hmm. Simplifier. Less is more, comme je t'ai entendu le dire un grand nombre de fois. Ouais. Hmm. Même en peinture, je l'ai appris. Mon maître, Pierre-Yves Giannini, me disait, vous savez, Edith, il faut toujours savoir comment s'arrêter. Et une œuvre, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à retirer. Et je pense que c'est vrai. Et dans Inclassable, j'ai essayé de travailler dans ce sens. Je me souviens que tu étais là, dans mon beau fauteuil club, et que, tu sais, dans tous les livres de dev perso, il y a le conseil à la fin, et je pouvais faire 21 conseils sur les 21 nouvelles. Et tu as eu cette phrase avec ton petit air qui frise, là. Edith, je pense que ton texte est suffisamment clair, ça serait dommage. C'est vrai. Et j'ai ajouté autre chose, qui est le fameux secret dont tu parlais. Une autre magie. Mais tu as fait partie, pour ça dans ma méditation de Deepak, bien sûr tu étais là, tu as fait partie au moment clé de ces petites phrases justes, claires, simples qui, tu réalignes. Moi je réaligne aussi, c'est ça que je sais faire. Avec amour, avec connexion, avec... je me souviens, Gaëlle Launay, qui était DG de Belle, avait écrit, elle a écrit sur LinkedIn, Edith est une excellente sparring partner. Je crois que je suis ça aussi. Sparring partner, et en effet, c'est aller chercher la puissance dans l'essentiel pour qu'elle soit posée rapidement au bon endroit. Mais avant, je passe quand même par une compréhension de la psyché, des mémoires, de l'histoire. J'ai créé, par exemple, le programme Renaissance, chamboule tous les croyances limitantes, qui est un petit bijou. J'ai créé mon programme du fil rouge au fil d'or, fil rouge de notre histoire, où j'ai créé un système très simple qui permet d'aller chercher l'essence de l'essence des grands moments de notre vie, de la naissance à maintenant, pour en faire le fil d'or de notre excellence. Et souvent, c'est Martine Garcin-Fradé qui m'a formée en communication profonde, accompagnée, qui disait n'oubliez jamais que vos plus grandes blessures sont le ferment de votre excellence. Et ça aussi, quand quelqu'un a une blessure, parce que parfois il y a des grosses blessures chez certaines femmes, c'est ça, c'est dire, mais on va aller chercher l'excellence dedans. Donc je travaille à la fois comme thérapeute, comme psy, comme coach un petit peu, comme mentor, comme sparring partner, comme... Mais c'est le vivant, quoi, c'est l'organique. Je rebondis en permanence comme un singe sur... Ouais, tu fais de la sculpture mais avec des êtres humains, quoi. Quand je peignais, Oui, c'est ça. je sculptais. Ouais. Quand je peignais, j'avais mes grandes tables avec plein d'éléments. Je me posais devant et c'est pareil. C'est vraiment c'est la vie. C'est ça la vie. Comme quand tu fais un immense bouquet de fleurs. Tu prends là, tu prends là, tu prends là. C'est dans la vie, je pense. Mentorer, c'est accompagner le vivant vers ce qu'il a de plus beau et de plus puissant. Avec l'âme en backup. L'âme qui nourrit tout ça, qui le fait fleurir, Peut-être que je serai une vieille cool un jour. Une vieille cool. Ah bah tiens, justement, tu me permets la transition pour cette dernière partie, parce que le temps file plus vite que ce que je ne le voudrais. Ouais. Je voudrais juste peut-être quelques mots sur justement le futur. Comment tu le vois? Comment pas tu t'y projettes, mais comment tu t'envisages dans les prochaines années? Vers où tu t'en vas? Où est-ce qu'on risque de te retrouver? Enfin, tu vois, tout ça un peu. Je suis curieux. Sage et folle. Ça... Cool au sens de moins en moins encombré par mes démons, parce que j'en ai aussi un petit paquet. J'ai appris à les aimer et à les comprendre dans l'art, l'hédonisme, le beau, l'amour des gens, de ce qui est. Une forme d'abondance joyeuse et qui a pas besoin... Ouais, c'est ça. Abondance joyeuse, mais qui n'est pas forcément matérielle, tu vois. Parce que je pense qu'on peut faire des merveilles avec peu. J'espère que je me vois dans un monde en paix,
ce qui en ce moment n'est pas forcément garanti sur facture. Donc en tout cas contributrice à des pôles de grande paix dans le monde tel qu'il est. Que autour de moi, autour de Christophe, parce que je me vois déjà toujours avec mon amoureux, plus les années passent, plus je me dis que là-haut, ils ont bien fait les choses quand même. Punaise. Ah, qu'est-ce que j'aime cet homme. Il me surprend toujours. Voilà. Donc, je me vois aussi peut-être grand-mère si j'en ai des petits-enfants. Toujours maman vigilante, mais qui laisse beaucoup d'espace à ses enfants. Je me vois voyageant, même si Jean Covici serait pas content, mais je me vois voyageant. Elle est toujours au cœur dans le monde, à bouger, toujours dans des beaux endroits. Je me vois comme maman que tu connais, qui a 98 ans. Elle peint 6 heures par jour, elle a son whisky quotidien. Elle est encore dans l'écoute des gens, elle est belle, elle est vivante. Je me vois vivante, voilà. Vivante. Là, je trouve que c'est une jolie conclusion pour ce magnifique temps. Je te remercie infiniment de nous avoir accordé tes histoires, ta présence. Je rappelle à ceux qui nous ont écoutés jusque-là que si vous en voulez en détail, avec la saveur et tout, voilà, je vous le remets à l'écran. Inclassable, itinéraire d'une chamane contemporaine. Ce sous-titre est magnifique, j'adore. 21 histoires pour se relier à soi-même et trouver sa mission de vie. Et puis vous avez une part artistique, une part littéraire, et puis des histoires assez magiques et assez belles. J'espère, en tout cas pour vous qui nous écoutez, que vous avez pu bénéficier de ce petit bonbon, de la saveur de ce bonbon en compagnie d'Edith. Je vais juste te proposer le mot de la fin peut-être pour Est-ce que pour ça peut être un clôturer. mot court ou ça peut être un mot d'un petit texte? Ça peut être ce que tu veux. Alors, je vais faire un extrait de mon futur livre. Petit texte. Ça va prendre 2 minutes. Super. Certaines femmes laissent derrière elles un parfum, parfois subtil, parfois entêtant. Un parfum qui, longtemps après leur passage, marque encore les sens et emplit l'espace qu'elles ont traversé. Imaginez que vous puissiez vous aussi laisser derrière vous une empreinte, qui, tel un parfum, marque les sens, les mémoires, les cœurs et les esprits. Un parfum qui vous rend inoubliable. Un parfum qui évoque votre personnalité, votre présence, votre rayonnement. Seulement le vôtre, singulier, inspirant, unique. Cette trace, ce parfum dont je vous parle, c'est celui que vous pouvez dégager en vous présentant dans votre meilleur être, assumé, tranquille, serein, le jus de votre âme, le jus de votre être. Un nez unique, raffiné, puissant, qui est le vôtre, juste à vous. Composé de plusieurs notes, le fond, ce sont vos rêves et le sens que vous voulez donner à votre vie, votre intention, et ce qui profondément vous donne la sensation d'être vivante. Le cœur, c'est votre réalité profonde, faite de votre histoire de vie assumée, votre enfant intérieur bien vivant, accessible et joyeux, votre lignée féminine qui vous porte vers vos rêves, vos désirs et vos capacités uniques. Ajoutez à cela quelques notes de tête avec de l'humour, une touche de vulnérabilité, une note de confiance en vous pour équilibrer le jus et une confiance en la vie qui lui donne un peps à toute épreuve. Voilà. 3 petits points pour la suite. Eh bien, sur ces mots, je te remercie infiniment, Edith. Je vous remercie de votre attention. Comme je le dis à chaque fois, si quelque chose a résonné pour vous et que vous avez autour de vous quelqu'un qui pourrait bénéficier de cela, eh bien, offrez-lui cet entretien, offrez-lui un petit bout d'Edith. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain portrait, une prochaine vidéo. À bientôt sur les ondes. Salut les amis, à bientôt. Merci, Edith.